Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entrecases au casting exceptionnel. On est allé rencontrer Émile Bravo. Oui, il est reparti vers Spirou, son héros. Il a fait 10 ans qu'il n'y avait pas touché. Le héros, l'espoir malgré tout, ça vient de paraître chez Dupuis. Et puis, on ira ensuite au Louvre découvrir une magnifique exposition, l'archéologie en bulle. Oui, la bande dessinée est entrée au musée du Louvre. Ça valait le coup de se déplacer pour aller voir ça de près. En fin d'émission, évidemment, on n'oublie pas la chronique coup de cœur BDGS de Laurent Genati, mais ça, c'est pour tout à l'heure. Allez, on va voir Émile Bravo. À tout de suite. Bonjour Émile Bravo. Bonjour. On se voit aujourd'hui pour parler de votre retour avec Spirou. Rappelons qu'il y a 10 ans déjà, vous aviez publié Le Journal d'un ingénu, un livre qui avait fait date. Vous aviez eu de nombreux prix, notamment évidemment un prix à Angoulême. Donc pour cet album qui racontait la jeunesse de Spirou, vous aviez osé toucher à ce personnage. Oui. Est-ce qu'on a dit où? Est-ce qu'il y a des gens qui ont osé dire où, cela dit? Non. Enfin, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Quelle est la question en fait Non, c'est quand vous avez dit où, je me suis demandé est-ce qu'effectivement il y a des gens qui ont crié au scandale, il fallait pas toucher Spirou, parce que vous avez eu des réflexions. Dans ce sens-là non, ouais. non, pas non, tout le monde était ravi. Non, mais c'est plus, c'est vrai que j'avais l'impression en fait, quand cette collection avait été créée, en fait, il y avait beaucoup de gens en fait qui n'osaient pas s'attaquer à ça, enfin à Spirou, parce que Spirou c'était le personnage surtout quand les gens, les dessinateurs en tout cas, les auteurs parlent de Spirou, ils pensent surtout à Franquin évidemment, parce que c'est lui qui a étoffé le personnage, qui a créé son univers, et tout le monde pensait que c'est une responsabilité, alors que non, moi j'ai pris ça simplement, c'est quand même, on m'a juste, comme je dis souvent, on m'a prêté 3 marionnettes, Spirou, Fantasio et Spip, et voilà, j'ai fait mon petit théâtre, je me suis amusé avec, et voilà quoi, c'est comme ça que j'ai fait mon premier. Non mais c'est vrai que Spirou fait partie de ces héros, de ces rares héros de bande dessinée qui en gros appartiennent à la maison d'édition. Il y a plein d'auteurs qui se sont succédés effectivement, on vous citez Franquin, mais on peut en citer pléthore d'auteurs qui ont dessiné Spirou, mais toujours avec le Spirou actuel, on va dire, en tout cas, avec un âge certain, avec son personnage d'aventurier. Et vous avez osé montrer ce qui s'était passé avant, et du coup c'est ça voilà, qui a beaucoup révolutionné et dont on a beaucoup parlé à l'époque. Vous avez osé des choses que les autres n'avaient pas osé faire avant vous. Bah déjà parce qu'on leur avait pas demandé. Vous avez demandé de le mettre en 39 ? Non, mais on m'a demandé en fait en gros de faire mon Spirou, et après il y avait quelque chose de très simple. En fait, je voulais répondre à des questionnements que j'avais sur ce personnage quand j'étais enfant, parce que je dis souvent que quand moi je lisais un Tintin, je savais comment Tintin avait rencontré le capitaine Haddock, Tournesol, enfin tous les gens, tout son entourage. On voit en fait l'évolution du personnage et des personnages qui l'entourent au fur et à mesure des albums. Et pour Spirou, non, dès le départ, il y a Spirou et Fantasio. Ils arrivent comme ça, on sait pas qui ils sont. Ce gars-là, il est habillé en groom, on ne le voit jamais travailler dans un hôtel. On a un écureuil qui pense, alors qu'il y a une autre bête qui s'appelle le marsupilami, qui a un comportement animal. Alors pourquoi lui il pense, l'autre non? Qui c'est ce grand dadais Fantasio? Parce qu'au début il est grand, il est grand, puis il est un peu snob, un peu pédant. Ils ont rien à voir en fait. Et on se dit c'est quoi la nature de leur amitié, tout ça. Enfin donc voilà, je voulais répondre à ces questions que je me posais enfant. Donc maintenant l'adulte répondait à l'enfant, et c'est pour ça que c'était assez amusant à faire. Je me suis pas posé j'avais pas du tout l'impression d'être un iconoclaste. Au contraire, je complétais en fait l'album de famille, quoi. En fait, pour moi, c'était ça, quoi. Mais je l'ai dit, cet album a fait date, vraiment. Moi, j'ai adoré ce livre-là. Je n'étais pas la seule. Il a vraiment beaucoup marché. Enfin, ça a été un vrai succès de librairie. J'ai dit, vous avez été primé. Et puis finalement, 10 ans après, vous revenez avec une suite, parce que vraiment, on est totalement dans la continuité. L'espoir malgré tout. Là, en plus, une première partie. Vous êtes parti sur votre grande œuvre. Hein. Là, on est parti sur 4 tomes pour raconter la suite. Donc là, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. On a dit, dans le premier, vous racontiez l'origine en 38-39. Là, on est en 40. Ça y est, les Allemands arrivent sur Bruxelles. Ouais, je sais pas trop ce qui m'a pris en fait. Non, si, c'est-à-dire que c'est vrai que l'éditeur m'a toujours... Bon, effectivement, le premier avait eu du succès, donc l'éditeur m'a toujours dit, si tu as quelque chose à dire d'autre sur Spirou, bah voilà, il faut pas te gêner, hein, vas-y. Et puis bon, j'avais fait ça, c'était un one-shot, hein. Puis un jour, je me suis dit, ah non, mais il y a peut-être quelque chose vraiment d'intéressant à raconter maintenant avec le personnage, étant donné la situation. C'est vrai que le premier album se termine quand la guerre commence, et c'est là on se dit,
eh ben, c'est l'éveil du personnage, hein, parce que c'est vraiment l'éveil de Spirou, hein, qui est quand même groom dans un hôtel, mais bon, et qui commence à comprendre que le monde est complexe. et après, je me suis dit, vas-y, continue, raconte la guerre, quoi, ce qui s'est passé en fait pendant l'occupation en Belgique, et continuer à construire le personnage pour montrer vraiment, en fait, à la fin de cette histoire, il faut que ce soit déjà ce personnage que Franquin a imaginé. Déjà, je parle de Franquin, vraiment pas Gégé, hein, vraiment, ni Robvel, c'est vraiment les premiers albums. Et montre que, voilà, quoi, que ça y est, il est construit, et pour ça, rien ne vaut un bon traumatisme, comme la Seconde Guerre mondiale, pour construire une personne. On s'est tous demandé, en fait, qu'est-ce qu'on aurait fait pendant cette période, n'est-ce pas, hein? Tout le monde s'est posé cette question. Hein. Et moi, j'ai eu l'occasion, finalement, de la vivre, cette période. En fait, je me suis plongé vraiment... j'ai mis 4 ans à l'écrire, parce que j'ai été, pendant l'occupation, pendant 4 ans. Ça veut dire que Spirou, c'est vous? C'est votre état d'esprit? Oui, parce que, c'est pas ça, c'est que c'est simple, en fait, de se mettre à la place de Spirou, parce que c'est quelqu'un d'innocent... vertueux, et puis qui ignore énormément de choses. Donc c'est plus... je me suis projeté dans mon enfance, dans mon côté complètement immature. Et puis de découvrir le monde, quoi, et de découvrir le pire, en fait, chez les hommes. Et ça crée un tel choc quand on est innocent et on croit en l'homme. Parce qu'on a une petite éducation humaniste et peut-être même chrétienne. et donc, et on est confronté à ça. Et je trouvais que c'était très intéressant. Donc en fait, je connaissais très bien, en fait, l'histoire, hein, puis la période d'occupation en France aussi, mais en Belgique je la connaissais moins, donc je me suis documenté. C'est ça, parce que, pardon, je vous coupe, mais là, Spirou est belge, donc on est au cœur de Bruxelles. Voilà, non, mais vous avez raison de le préciser, c'est qu'effectivement, on connaît bien notre côté français, le côté allemand, le côté américain, anglais, japonais. On a probablement moins regardé de près ce qui s'est passé en Belgique précisément à ce moment-là. Oui, et puis moi je trouve ça très intéressant parce que la Belgique étant un petit pays avec une histoire très très récente, quand on est effacé comme ça de la carte parce qu'on est occupé par une puissance, et en plus une puissance de brutalité incroyable, c'est intéressant par rapport à par rapport à l'identité, par rapport au nationalisme, par rapport à beaucoup de... il y a énormément de thèmes, en fait, qu'on peut développer à travers ce qui s'est passé, en fait, pendant ces 4 années d'occupation en Belgique. Et voilà. Alors c'est surtout, en fait, ce qui est très important, c'est que j'ai pas du tout cherché à faire une histoire de résistant, tout ça. Je cherche pas à en faire un héros dans le fait de guerre. C'est pas ça du tout. C'est plus, en fait, un héros humaniste, en fait. Donc c'est savoir, en fait, comment est-ce qu'on peut continuer, en fait, à préserver, enfin, ces valeurs, et dans un moment pareil, quoi, où en fait il s'agit de survivre. Et c'est basé, en fait, sur depuis tout petit, en fait, je demande aux gens qui ont vécu cette période, qui étaient en âge de vivre cette période, ce qu'ils avaient réellement vécu. Et souvent, évidemment, j'ai pas rencontré beaucoup de résistants, encore moins de collabos, mais c'est surtout ce qui revenait tout le temps, c'était toujours la même chose, c'était la faim et la peur. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu traduire. J'ai voulu vraiment expliquer aux lecteurs et aux gamins, hein, parce que ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, hein, c'est pour toute la famille, mais leur expliquer vraiment ce qu'a été cette période, quoi, mais objectivement. Donc il se passe pas grand chose. Si, puis alors surtout la particularité, c'est qu'on va le voir grandir, Spirou, puisque là, alors il a pris 2 ans depuis votre dernier album, mais là, comme on va le suivre sur 4 albums, on va le voir évoluer aussi. Ouais. Là, il est encore tout au début de l'histoire, il est encore gros moustique, mais les péripéties, il faut que l'hôtel va exploser, donc il doit partir, il va devenir scout, on le retrouve. Là, il change d'uniforme d'ailleurs, il quitte enfin son uniforme rouge. Ça vous oblige à le dessiner un peu autrement, et surtout, donc je le disais, à le faire grandir, pas seulement dans sa tête, aussi, il va devoir évoluer. Il a quel âge là, Spirou, dans l'histoire ?
Il n'est pas en âge de... Je ne sais pas quel âge il a exactement, mais il n'est pas en âge d'être incorporé, enfin d'être mobilisé, donc il n'a pas 18 ans. Et jusqu'à la fin de la guerre, il n'a pas 18 ans, parce qu'il part pas en 44, il ne part pas au STO, donc voilà, quoi, je ne sais pas quel âge il a, mais entre 14 et au début de la guerre, 15 ans, par là, un truc comme ça, et puis voilà, et 17 ans, 18 ans à la fin de la guerre, un truc comme ça, j'en sais rien. Oui, il prend 2 ans, 4 ans, tout est normal. Oui, c'est l'adolescence, quoi, en tout cas. Enfin, il a vécu l'occupation pendant son adolescence, et puis après, savoir quel âge il a exactement, je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Mais en plus, après, bon, je pense d'après les albums, ensuite, il reste bloqué à un certain âge. Hein, il ne vieillit pas, donc voilà, quoi. C'est ce qui est intéressant aussi à raconter, c'est que c'est une période. Il choisit en fait une façon d'être qui fait qu'en fait, il reste bloqué dans l'adolescence. Et c'est là on retrouve notre Spirou, quoi. Et puis Fantasio, qui lui, du coup, va devoir quitter le Moustique, là, le Moustique, pas l'hôtel, mais le magazine, pour entrer au Soir, le quotidien, qui a un peu changé de direction. Bah lui, il s'était déjà fait virer du Moustique à la fin de ma première histoire, et puis bah oui, il cherche à survivre, c'est ça le truc. C'est la Belgique est occupée, puis il faut trouver du boulot, il faut survivre, et là il y avait une place au Soir, donc il va au Soir, sauf que le Soir, ça fait partie de l'histoire nationale de la Belgique. D'ailleurs, c'était un journal collaborationniste, donc voilà, quoi. Non, mais c'est pour ça que c'est important, et je le signale, parce qu'on a un contexte historique réel. Le Bruxelles est reconstitué, même en les dégâts. Je veux dire, vous avez dû travailler aussi historiquement sur des faits, Oui. sur un décor. Voilà, on a un contexte historique important dans cette histoire-là. C'est pas juste Spirou, les aventures de Spirou. Vous avez quand même une démarche très particulière pour raconter votre histoire. Mais tout est vrai, en fait, ouais. Dans ce que je... En fait, je me suis vraiment... quand je dis que je me suis plongé, en fait, dans cette époque... j'ai notamment, en fait, je me suis documenté, mais j'ai notamment suivi un bouquin, en fait, où c'est un magistrat, en fait, qui pendant l'occupation a fait une sorte de journal où il écrivait tous les 6 mois objectivement ce qui se passait, une sorte de sociologue, quoi, de pré-sociologue. Enfin, c'était son hobby, la sociologie. Et en fait, dans ce bouquin, c'est vraiment, voilà, quoi, on voit l'évolution chaque 6 mois, mais vraiment lui aussi très objectif, c'est-à-dire en fait il n'y a aucune prise de parti, il dit pas ce qu'il pense, il dit comme c'est quelqu'un en fait étant magistrat, il a quand même accès en fait socialement et il a une vision sociale de ce qui se passe, c'est un type qui a l'air très éclairé, et à travers ce journal il explique tout ce qui, mais ça va des mouvements politiques avec en gros ce qu'ils représentent comme pourcentage de la population, au prix du pain, et à tout ce qui s'est passé, à tous les événements, mais et puis aussi aux rumeurs. C'est très intéressant en fait d'avoir ça, parce que vraiment il n'y a pas de... En gros, c'est juste factuel, et à partir avec un bouquin pareil, c'est une vraie mine, quoi, pour se replonger dans l'histoire de ce pays à cette époque-là. Donc là, on a tout le décor, on a toute l'ambiance, voilà, et historique et politique. Génial. Et puis maintenant, ensuite, il y a mon aventure à moi, quoi, avec Spirou et Fantasio, et qui cherche à survivre aussi, quoi. Est-ce que les quelques personnages, par exemple, dans ce premier volume déjà, de cette tétralogie, oui. Est-ce que les personnages sont réels, par exemple, les noms des colonels français ou belges qu'on croise? Non, je ne suis pas allé jusque-là. Non, je me permets quand même beaucoup de liberté. Je fais de la bande dessinée, quand même. Non, mais oui, en fait, c'est très symbolique. C'est-à-dire, plutôt que de raconter que l'armée française et l'armée britannique s'entendaient pas forcément très bien, parce que il y a toujours eu en fait une espèce de anglophobie dans l'armée française, qui date toujours de l'histoire, quoi, de la guerre de 100 ans et bien avant. C'est ce genre de choses qui font que voilà, quoi, quand on est chargé en fait d'arrêter l'armée allemande dans un pays qui a pour devise l'union fait la force, ça n'avait pas l'air de marcher, quoi. En tout cas, là, entre eux, ils s'entendaient pas très bien. C'est une façon d'évoquer pourquoi la défaite aussi de 40. Voilà, quoi. Il n'y avait pas d'unité réelle, en fait. Et donc, plutôt que d'expliquer ça avec des cartes et des batailles, on explique ça avec 2 colonels qui ne s'entendent pas. Et puis voilà, à partir de là, je pense qu'on a tout compris, quoi. Donc, c'est des espèces de métaphores, en fait. Il y en a quelques-unes. Donc, voilà, quoi. C'est l'idée, c'est le fond qui m'intéresse. Vous l'avez dit, Émile Bravo, tout à l'heure, vous avez mis 4 ans à écrire l'histoire de ce premier tome ou des 4 tout de suite? Là, vous avez écrit votre histoire jusqu'à la fin des 4, mais pas forcément découpé tout, quand même. Oui. Non, mais moi,
là, j'ai fait une histoire qui fait 330 pages à peu près. Bon, il se trouve que je l'ai découpé en 4 chapitres. Hein. Au départ, j'avais pas dans l'idée d'en faire 4 albums, mais après, c'est vrai que on se dit, il aurait fallu encore attendre plus de 2 ans en fait pour que l'album sorte. Ça aurait été un album trop lourd, trop cher aussi. Mais il vaut mieux en fait. C'est intéressant de voir aussi déjà. Bon, comme c'est pas en fait le découpage est pas, enfin le fait. Ça se termine, la fin du chapitre, hein, je sais pas comment on dit, le fait d'être découpé en chapitres, c'est pas non plus gratuit, ça veut dire quelque chose, donc finalement c'est là où l'éditeur dit mais faisons-en 4, quoi. C'est bien aussi si il y a suffisamment de matière pour déjà faire un album, quoi. Donc je me suis dit ok, ouais. Mais c'est vrai que l'histoire, moi je me mets pas à dessiner au propre tant que j'ai pas terminé mon histoire. C'est comme je dis souvent, moi une histoire c'est comme je sais pas quoi, c'est comme en littérature, c'est à l'époque où il n'y avait pas de machine à taper, où on écrivait de façon manuscrite, l'écrivain ne commençait pas à envoyer ses pages à l'imprimerie alors qu'il n'avait pas terminé son histoire, hein, enfin son manuscrit, quoi. Donc mon histoire est faite, c'est clair, et puis maintenant voilà, quoi, c'est juste la première partie et j'ai encore 2 ans de boulot, quoi, pour mettre ça au propre, quoi. Mais l'histoire est terminée, bien sûr. Vous n'avez plus le temps de faire d'alterner avec des livres jeunesse comme vous l'aviez fait auparavant. Là, vous êtes totalement concentré, vous faites du Spirou matin, midi et soir. Oui, non, je me permets plus parce que justement il faut pas que ça prenne de retard et on essaye en fait de faire en sorte qu'ils s'enchaînent, quoi, les uns après leurs sorties s'enchaînent. Le prochain, on espère qu'il sortira l'été prochain, quoi, et puis voilà, puis les autres, ça doit se terminer fin 2020 normalement. Donc voilà, quoi. Mais l'histoire est terminée, c'est ça qui est important à comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a des séries, il y a des gens qui partent en fait sur des séries qui ne terminent jamais. Et moi, c'est pas du tout mon propos, quoi. Mon truc, c'est une histoire qui, voilà, c'est le premier tome, le premier épisode. L'espoir malgré tout, première partie d'Émile Bravo vient de paraître aux éditions Dupuis. Merci beaucoup, Émile. Mais merci à vous. Bienvenue au Louvre, ouvert rien que pour nous ou presque, pour découvrir l'exposition L'archéologie en bulle qui mêle l'archéologie à la bande dessinée. Bienvenue, on y va. Bonjour Fabrice Duhard. Bonjour. Vous êtes ici le responsable de la bande dessinée au musée du Louvre. Ça veut dire que vous êtes un lecteur de bande dessinée? Oui, je suis un vieux lecteur de bande dessinée. En fait, j'ai commencé très jeune parce que j'ai 4 frères aînés. J'étais le 5e. Et en fait, à la maison, le mot d'ordre, c'était fallait lire la bande dessinée. Donc, j'avais pas le choix. Donc, le pire comme obligation. Voilà, donc j'avais pas le choix. On a commencé à en lire beaucoup à la maison, mais on habitait aussi à côté d'un supermarché qui avait un rayon bande dessinée. Donc, je passais ma vie dans ce rayon. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai un peu arrêté, je dois l'avouer, après l'adolescence, et j'ai commencé à faire mes études d'histoire de l'art. Mais étonnamment, ça m'a poursuivi, parce que même en histoire de l'art, je travaillais sur les cycles narratifs. Donc, comme quoi, l'art séquentiel, l'art narratif m'intéressait encore. Et j'ai redécouvert la bande dessinée un peu plus tard avec Nicolas de Crécy. Et là, je vais replonger avec allégresse dans ce domaine. Est-ce que ça veut dire que c'est grâce à vous qu'il y a de la bande dessinée au Louvre, notamment les livres qui sont coédités avec les éditions Futuropolis? Là, aujourd'hui, cette exposition L'archéologie en bulle, c'est vraiment vous qui avez amené la bande dessinée dans le Louvre? Oui, c'est moi. Je confesse. J'avoue ce crime. Oui, c'est moi qui ai eu cette idée au moment où le Louvre commençait à inviter des artistes contemporains avec les expositions contrepoint, etc. Et là, je suis allé voir le directeur de l'époque, qui était Henri Loirette, en lui disant mais on invite des artistes contemporains, mais pourquoi on n'inviterait pas aussi de la bande dessinée, qui est un art contemporain? Et là, il m'a fait confiance, faut le reconnaître. Il m'a dit j'y connais pas grand-chose, mais allez-y, Fabrice, vous avez carte blanche. Et j'ai continué parce que ça a été le principe. J'ai donné carte blanche à des auteurs de bande dessinée sur le Louvre, à condition qu'ils évidemment parlent un peu du musée,
mais sans que ce soit une vraie commande. C'est que ça devait être un outil narratif, tout simplement, et c'était génial. Le dernier Urasawa est génial, par exemple. Bah, franchement, voilà, j'adorais. Ah bon, bah, le tome 2 sort là, bientôt en octobre. Donc, oui, voilà. Donc oui, et puis au fur et à mesure du temps, j'ai pu développer, inviter des mangaka, évidemment, et vous allez voir, d'ici 2-3 ans, normalement, on a ouvert avec des comics, donc des auteurs américains, qui vont aussi travailler sur le musée du Louvre. Donc c'est génial. Et donc c'est moi, oui. Et puis du coup, de fil en aiguille, maintenant on en a une quinzaine, 16 titres à peu près. Et je crois que là, le président directeur du Louvre actuel, Jean-Luc Martinez, comme il voulait inviter la bande dessinée, et je pense que spontanément, comme j'étais présent, il a dit voilà, Fabrice, viens t'occuper de la bande dessinée. Et alors cette exposition, l'archéologie en bulle, permet de réunir le fond archéologique du musée, parce qu'on a des pièces, des centaines de pièces absolument admirables, qui proviennent évidemment des époques antiques. Et puis, vous les avez associées avec des auteurs de bande dessinée qui ont mis en scène, on va dire, l'archéologie par leurs personnages, par leurs histoires, etc., dans la bande dessinée. Bien sûr. Et pour deux raisons. Il y a au fur et à mesure où j'ai travaillé sur cette exposition, me sont apparues deux choses essentielles, deux points communs très forts entre la bande dessinée et l'archéologie, qui sont le dessin. L'archéologue, comme le dessinateur de bande dessinée, commence par le dessin, donc le carnet de fouilles, et l'auteur de bande dessinée, c'est sur le carnet de croquis, et aussi l'histoire. Alors, les uns sont inventeurs d'histoire, les archéologues, inventeurs de trésors, les autres sont inventeurs d'histoire, mais les deux racontent une histoire. Alors, l'archéologue tente de faire revivre une société dans une sorte de vérité absolue qu'on recherche à chaque fois, mais on se rend compte qu'avec le temps, en fait, cette histoire, cette vérité n'existe pas, c'est tout le temps quelque chose de relatif, et que de fil en aiguille, c'est souvent validé comme hypothèse, mais qu'on avance de cette façon, donc finalement on vit sur des croyances, mais c'est des histoires qui nous sont racontées, et l'auteur de bande dessinée, qu'est-ce qu'il fait sinon raconter des histoires à sa façon, voire même de la science-fiction. Donc voilà, on est dans deux raconteurs, si je puis dire, deux domaines qui racontent, en tout cas, dans la narration. Mais les auteurs de bande dessinée sont souvent férus d'histoire parce que précisément ils s'intéressent à notre histoire avec un grand H, exactement, celle que racontent les archéologues, et vont rechercher dans les documents d'archives, etc., partout, des documents pour être véridiques, le plus proche de la réalité en tout cas. Il y a deux types, deux courants qui coexistent. Il y a ceux-là, les auteurs de bande dessinée qui veulent vraiment raconter une histoire dans ce que l'on a de plus vrai, de plus plausible, de plus scientifique et historiciste, etc. Donc ils vont même faire appel à des archéologues, leur demander leur point de vue pour bâtir une histoire. Et puis il y a un autre courant qui lui va évidemment apprécier les objets ou même apprécier certaines civilisations, mais qui vont pas vouloir forcément en faire quelque chose de vrai ou de véridique, ils vont en faire quelque chose de plausible. Et vont raconter, donc c'est le cas d'Enki Bilal par exemple, qui se sert des dieux égyptiens, Horus, qu'il fait revivre au XXIe siècle, mais là c'est pas pour raconter l'histoire des dieux égyptiens, ni même de l'Égypte antique, là il raconte une histoire imaginée, et qui pour notre plus grand plaisir. Vous avez scindé cette exposition en 4 grandes périodes. Vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment vous avez choisi ces périodes-là? Parce que je me suis rendu compte qu'on n'allait pas, avec le directeur du Louvre, avec Jean-Luc Martinez, on s'était dit on ne va pas illustrer, une discipline ne va pas illustrer l'autre. Donc ça aurait été à la fois facile, mais en même temps sans intérêt, je crois, de faire des sortes de quiz, de regarder cet objet, est-ce qu'on le retrouve dans une bande dessinée, ou plutôt regarder la bande dessinée qui raconte une aventure archéologique, etc. Donc l'idée, c'était vraiment déjà de travailler sur le même plan, l'archéologie, les objets archéologiques et les planches de bande dessinée comme des œuvres, tout simplement. Et donc, à partir de là, les liens, la démarche est à peu près identique, en fait, dans ces deux disciplines. Et alors, on va dire que pour le plan de l'organisation de l'exposition, c'est la démarche archéologique qui a primé, mais entre guillemets, on se rend compte que l'auteur de bande dessinée fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'au départ, il y a l'envie de partir. Alors, motivé pour X raisons, soit par les connaissances livresques, soit par oui-dire, l'archéologue a envie de découvrir, a envie de partir, il a entendu parler d'une civilisation, il a un lieu précis, il y va, il fouille, il veut retrouver nos ancêtres, on va dire. Et puis, il va trouver quelque chose, donc ça c'est le deuxième point, c'est la découverte. Et donc, dès qu'il trouve un trésor, mais qui n'est pas forcément un coffre rempli d'or, et dès qu'il découvre des objets, il va les sortir, les exhumer évidemment, et puis il va commencer à essayer de les analyser, de les classer. Donc ça c'est le troisième moment, donc il y a le premier moment partir, deuxième moment la découverte, troisième moment qui est l'analyse, la compréhension, et le quatrième moment, une fois qu'on a essayé de comprendre ou compris des objets, on va les interpréter. Et on se rend compte qu'en bande dessinée, c'est la même chose. L'auteur, il aura envie de raconter une histoire. Il a envie, à un moment donné, soit d'une civilisation, soit d'inventer même une histoire, mais il va se servir d'éléments. Donc il va aller dans les musées, à la découverte des objets. Donc le deuxième moment est là, il va croquer des objets, il va se servir, les réunir même sur une page ou dans un carnet, ça va lui servir de base pour raconter son histoire. Donc là c'est le classement, et puis après une fois qu'il a tout ça en tête, qu'il a même dessiné certains objets, qu'il a fait des études, il va interpréter, il va raconter l'histoire en bande dessinée. Donc il y a ce parallèle comme ça dans la démarche qu'on trouvait intéressante et qui fait que voilà, on a voulu faire de cette façon, construire de cette façon.
Cela dit, il n'y a pas de héros de bande dessinée qui soient de grands archéologues. Évidemment, on parle d'histoire, mais d'archéologie pure, non. Donc il a fallu chercher dans les pages, dans les histoires, pour avoir un lien avec cette exposition et les pièces que vous présentez, les vraies. Oui, oui, exactement. Il n'y a pas, comme au cinéma, une figure tutélaire un peu façon Indiana Jones, ou même Lara Croft, qui pour moi dans les jeux vidéo. Donc voilà, en bande dessinée, il n'y a pas cet archéologue héros. En général, c'est un aventurier, ou un reporter, voilà. Donc effectivement, il a fallu aller fouiller dans les pages, dans les livres de bande dessinée, trouver des pages ou des planches qui concernaient l'archéologie ou des archéologues. Alors là, évidemment, on a beaucoup de pages où on voit l'apparition d'un archéologue là qui pour le récit évidemment est important là, mais qui n'est pas le héros central. Et alors là, justement, il y a plein d'auteurs, des auteurs français, mais aussi des auteurs étrangers, de Frank Muller à Winsor McCay, enfin voilà, des choses même très anciennes. Enfin, les planches de Little Nemo et Une Abandonne, c'est très rare de les voir. Donc vous avez vraiment une très très belle exposition aussi par la rareté. Vous avez choisi comment ces auteurs-là? Vous avez révisé beaucoup? Vous avez replongé dans vos livres à vous? Alors oui, j'ai replongé un peu, évidemment, j'ai cherché des choses. Deux, j'ai vraiment bénéficié là d'un réseau de collectionneurs, d'auteurs, de galeristes qui m'ont ouvert leurs portes. Et donc c'était beaucoup plus facile déjà de fouiller aussi dans leur collection et de tomber sur des pépites, sur des chefs-d'œuvre. Et effectivement, quand je suis tombé sur Winsor McCay, faut l'exposer. L'occasion était trop belle. Oui, pardon, je vous coupe. C'est pas cette planche-là que vous cherchiez, c'est parce que vous l'avez trouvée chez quelqu'un. Vous avez dit, je vais la mettre dedans. Okay. Il la faut. Bien sûr, il y en a certaines que j'ai cherchées, que j'ai obtenues, et d'autres, c'est par hasard, enfin par la découverte. Là aussi, j'ai exhumé des choses. Et surtout, c'était ça. Je me dis, l'occasion est trop belle dans le musée du Louvre d'exposer de la bande dessinée. Ça n'arrivera pas tous les ans, certainement. Donc, hélas. Et donc, autant montrer un peu une histoire aussi de la bande dessinée et de faire de l'archéologie, justement, temporelle, là, cette fois, des auteurs de bande dessinée qui ont marqué la discipline, qui ont marqué cet art, et donc de leur rendre hommage. Donc, Winsor McCay, évidemment, mais on a aussi Al Foster pour Prince Vaillant. On a des artistes vraiment essentiels dans cet art qui, je voulais leur rendre hommage et que je trouvais intéressant de montrer parce qu'en plus, ils sont dans le propos. Donc, Cela dit, tout n'est pas exposé simultanément parce qu'il ne faut pas abîmer les pages, donc on doit les faire tourner. Donc, si on vient aujourd'hui et si on vient dans 3 mois, on n'aura pas les mêmes. Exactement. Donc là, toute la difficulté était là. C'est-à-dire, comme l'exposition dure 9 mois et que par mesure préventive, on ne peut pas exposer plus de 3 mois un dessin, un art graphique, pour le papier, pour les encres, etc. Il fallait que je trouve des planches qui continuent le récit et qui continuent de garder le propos qu'on a depuis le début, mais avec des nouvelles planches, des planches différentes. Donc il y a 3 expositions en une, effectivement. Donc tous les 3 mois, on va enlever toutes les planches ici présentes, les remplacer par d'autres. D'ailleurs, pour le plus grand plaisir du visiteur, j'espère, parce que comme ça, s'il voit les 3 rotations, il y aura vraiment un panorama beaucoup plus général de la bande dessinée. Il faudra revenir plusieurs fois. Donc. Et puis vous avez édité un livre, un beau catalogue, l'archéologie en bulle, donc le titre de cette exposition avec le visuel d'ailleurs qui est signé Jules sur la couverture, où on va pouvoir retrouver non seulement les pièces archéologiques, les planches de bande dessinée. Oui. Voilà, c'est aussi pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de venir au Louvre une belle façon de découvrir cette exposition. Oui, complètement. Il y aura évidemment et les objets archéologiques et aussi là, en l'occurrence, presque les 3 rotations des bandes dessinées reproduites. Donc voilà, on a pour le plus grand plaisir, là vraiment il pourra regarder toutes les œuvres ensemble, notamment pour la série Babel, quand il va voir qu'il y a 8 ou 9 dessins complètement différents, mais qu'on voit que ça émaille comme ça toute l'histoire de la bande dessinée, c'est intéressant, avec un propos ad hoc, si je puis dire. Donc voilà. Et puis il faut que je rappelle que ce prix a eu le prix du livre d'art, donc je suis très fier. Donc, ce livre a eu le prix du livre d'art de la revue Transfuge. Donc voilà. Félicitations et merci pour cette exposition. Bravo, Fabien. Merci à vous. Cher Philippe Dupuis, on est ici au Louvre puisque vous êtes exposé dans cette exposition Archéologie en bulle, notamment grâce à ce livre que vous aviez publié en fait en coédition avec l'édition Futuropolis et le Louvre. C'est une collaboration depuis quelques années. Vous vous rappelez comment vous aviez été contacté pour travailler avec ce musée? En fait, les éditeurs des livres Louvre Futuropolis sont mes éditeurs, enfin Futuropolis d'un côté et puis Fabrice Doard qui s'occupe des éditions du Louvre. Donc il y avait cette collection de bandes dessinées dans laquelle il y avait déjà eu des livres avec Nicolas de Crécy, David Prudhomme. Et moi j'avais bien envie d'en faire un, donc je leur en ai parlé. Et puis à ce moment-là, il y avait le Louvre-Lens qui était en préparation. Et donc on a eu l'idée avec Louis Fang, qui m'a écrit le scénario, de faire un livre sur le Louvre-Lens, parce que ça nous intéressait C'était dur de passer derrière les autres avec le Louvre de Paris. Donc c'était intéressant d'avoir cette approche-là. Et puis un Louvre
construit à Lens sur une ancienne fosse minière. On trouvait ça assez intéressant. Oui, mais alors aujourd'hui, vos planches sont exposées au Louvre Paris, en Oui. plus. Mais Là, non, c'est encore un cap de passer. Elles l'ont été à Lens aussi, à l'époque. Et oui, donc là, on se retrouve dans cette exposition sur l'archéologie. Les rapports, en fait, c'est une exposition en miroir entre l'archéologie et la bande dessinée, ou comme un dialogue entre les planches de bande dessinée et des pièces d'archéologie. Et là, en l'occurrence, votre titre, Oui. votre album Oui. L'Art du chevalement avait toute sa place dans cette exposition. Oui, parce qu'en fait, il se trouve aussi que notre travail sur le Louvre-Lens est lié à la fois à l'histoire, par l'histoire minière, mais aussi parce que le Louvre-Lens a une très très grande galerie qui s'appelle la Galerie du Temps, qui est une pièce, un espace immense dans lequel on a une perspective historique depuis les premiers temps, par les œuvres archéologiques jusqu'à la peinture et les œuvres artistiques d'aujourd'hui. Donc c'est un peu de ça dont parle aussi l'exposition aujourd'hui. Et c'est aussi une exposition de perspective, en fait, hein, de montrer que la bande dessinée, il y a du dessin, qu'on raconte des choses, mais que l'archéologie, c'est aussi ça. Ça passe beaucoup par le dessin, ça passe beaucoup par l'histoire et les histoires. Et puis le fait que les auteurs de bande dessinée soient exposés au Louvre, ça aussi c'est une belle perspective. Oui, bon, moi je trouve c'est formidable, plein d'amis qui sont très contents de ça. Sans aucune prétention du tout, je trouve ça normal. Parce que je regarde les pages qui sont exposées ici, qui sont vraiment présentées avec le même soin, la même délicatesse que des antiquités qui ont des milliers d'années. Et ce que j'aime dans cette discussion, c'est que dans les pages, je vois la main de chacun. Je vois la main de Philippe Drouillet, la main de Moebius, celle de Nicolas de Crécy. Ce sont des mains et des traces et des manières de travailler la matière qui sont très différentes les unes des autres. C'est exactement la même chose que je vois dans les pièces d'archéologie, l'argent frappé ou le travail du bronze, et puis aussi les carnets croquis des archéologues. Il y a cette même émotion. Tout ça, ce sont des œuvres artistiques. Le Louvre est le musée qui présente l'art. La bande dessinée est un art. Bon, ben voilà, elle est au Louvre. Il n'y a pas à s'étonner. On est d'accord. Merci. De rien. Cette exposition L'archéologie en bulle est présentée jusqu'en juillet 2019 au musée du Louvre. Vous avez donc le temps de venir la voir. Profitez-en si possible. C'est rare que la bande dessinée soit accueillie dans un aussi beau lieu. Cadeau bonus de l'émission, évidemment, on n'a pas oublié le coup de cœur BD Geste. Laurent Genati a choisi cette fois de parler de l'adaptation d'un best-seller. Je lui laisse vous dévoiler son choix. Et pourquoi ? Bonjour à tous, Emma a bien su garder le secret. Je vais vous parler d'un album sorti chez un nouveau label, le label Robinson, des éditions Hachette. Alors, on en sait encore très peu aujourd'hui sur ce nouveau label, simplement que pour l'instant, ils ont sorti 3 albums depuis le mois d'août, dont 2 adaptations signées Olivier Dobromels, dit Dops. La première, il s'agit de La Bête humaine, le célèbre roman d'Émile Zola, et la deuxième, dont je vais vous parler, concerne les enquêtes de Nicolas Le Floch. Alors pourquoi ce choix ? Déjà parce que leur auteur, Jean-François Parrot, est décédé récemment, au printemps 2018. Ensuite, parce que ces enquêtes ont fait l'objet d'adaptations très réussies sur France 2 depuis 2008. Et enfin, tout simplement, parce que c'est un super album. Qui est Nicolas Le Floch ? Il s'agit d'un jeune provincial au XVIIIe siècle qui arrive sur Paris. Il est breton, comme son nom l'indique, il est recueilli, il est pris en charge par Monsieur de Sartine, qui est lui-même enquêteur auprès du roi Louis XV. Pour cette première enquête qui s'appelle L'énigme des blancs manteaux, Nicolas Le Floch va être confronté à différents personnages un petit peu particuliers, un commissaire véreux, une prostituée, un médecin en pratique un petit peu douteuse. L'enquête va se révéler très complexe, passionnante, du début à la fin. Les personnages nombreux, et d'ailleurs il y a une liste des personnages présents dans le récit au début de l'album, liste à laquelle on se réfère de temps en temps, c'est vrai parce que on s'y perd parfois un petit peu. Et tout ça est mis en dessin par Chaïko. Chaïko et Dobbs ont déjà travaillé ensemble, notamment sur un tome d'Ils ont fait l'histoire, il s'agissait de François Ier. Les ambiances sont magnifiquement rendues. D'ailleurs, dès la couverture, on voit Nicolas Le Floch sur un cheval avancer sous la neige de nuit. C'est magnifique.
Alors, il faut suivre ces enquêtes de Nicolas Le Floch pour différentes raisons. Déjà, pour suivre ce nouveau label Robinson qui édite des livres très différents les uns des autres. Autant le roman de Zola, donc La Bête humaine, était en petit format, autant là on se trouve sous un format beaucoup plus traditionnel. Ensuite, parce que ces enquêtes de Nicolas Le Floch concernent 14 albums écrits par Jean-François Parrot. Donc on espère évidemment que toutes les enquêtes vont pouvoir être écrites et adaptées par Dobbs. Et ensuite, tout simplement parce que Dobbs s'est fait une spécialité d'adaptation depuis quelques années. Et celle-ci n'échappe pas à la règle. Il s'agit d'un super album que je vous conseille vivement. Voilà, merci, à bientôt pour une nouvelle chronique qui sera aussi présente sur le site BD Geste. Au revoir. Merci Laurent pour ce nouveau coup de cœur. Merci à Nicolas Adolphi évidemment derrière la caméra qui nous propose et qui réalise cette si belle émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Entrecases, de nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter, on est présent partout. Merci beaucoup. Allez, il fait si beau, c'est fini pour aujourd'hui.